Donc la Tesla a vraiment un look épuré et c'est un thème qui va revenir tout au long de la revue. Et la raison pourquoi j'ai pris cette prise de vue-là, c'est vous parler de ceci. Oh. Je suis Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, la Tesla Model 3. Donc, c'est quoi la Tesla Model 3? Bien, vous le savez à peu près tous, c'est la première voiture abordable de Tesla. Elle est arrivée en 2017 et a connu un gigantesque succès planétaire. Comme j'ai dit, c'était la première voiture abordable de Tesla, mais elle est venue changer la game puisqu'elle avait une approche différente qui lui permettait de se démarquer autant au niveau de l'autonomie que du produit complet et résultat, les ventes ont été excessivement élevées. Il s'en est vendu des tonnes et des tonnes de Model 3. Le seul modèle qui peut concurrencer la Model 3 en termes de vente, c'est le modèle Y sur lequel il est basé d'ailleurs. C'est la même plateforme que la Model 3. Ici, on a une Tesla Model 3 de base, donc propulsion. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Après ça, on va aller en essai aussi et finalement, on va s'asseoir et on va jaser prix. Est-ce que je peux essayer votre véhicule? Si oui, vous pouvez m'écrire au lien dans la description en bas ou directement sur notre page Facebook. Pas obligé que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Fiat 500L, c'est sûr que je me pointe chez vous l'essayer. Je veux tellement en essayer une. Donc, écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Donc, même journée, même voiture. Non, sérieusement, j'ai un problème technique avec ma vidéo. Donc, j'ai trouvé une autre Tesla identique. La seule différence, c'est les roues. Donc, la Tesla a vraiment un look épuré et c'est un thème qui va revenir tout au long de la revue. À l'avant, on a un capot plongeant pour venir améliorer l'aérodynamisme et on a aussi des ailes bombées qui viennent mettre en valeur les phares avant qui sont vraiment jolis et très futuristiques. Le pare-choc avant est très simple, aucune calandre, rien du tout. C'est très épuré, comme j'ai dit plus tôt, et ça rend le look de la voiture assez unique sur le marché. Sur le côté du véhicule, encore une fois, la ligne est très épurée. Pour améliorer l'aérodynamisme, on a un toit plongeant à l'arrière, ce qui est vraiment joli. On a aussi sur l'aile d'arrière une genre de bosse qui vient dynamiser la ligne et qui rend le véhicule beaucoup plus élégant et plus dynamique à regarder. On a aussi ici un élément design noir, c'est très joli. Et le but de cet élément design-là est de cacher une caméra pour les angles morts. Donc, quand vous mettez votre clignotant, la caméra s'allume et vous avez une vue sur votre angle mort. Et on s'en sert aussi pour le fameux Sentry Mode de Tesla, qui est dans le fond le système d'alarme de Tesla, où lorsque quelqu'un est trop près de l'auto, où il détecte des bruits, les caméras vont s'allumer pour enregistrer ce qui se passe. Et on a ici une autre caméra pour le système d'alarme. Et on a aussi un capteur dans le pilier B pour détecter la carte, pour débarrer les portes lorsqu'on utilise la carte Tesla. Pour recharger une Tesla, on a une prise comme tout véhicule électrique et elle est extrêmement bien dissimulée. Elle est dans le phare arrière. La voici. Le Tesla vert signifie que la voiture est prête à charger et lorsqu'on est branché, ça devient bleu pour nous indiquer que la voiture est en train de recharger. Parlons pneus et roues. Ici, on n'a pas les roues d'origine, c'est les roues de la modèle Long Range qui sont beaucoup plus jolies. Les roues d'origine, ben, vous les voyez à l'écran en ce moment. J'ai pu récupérer ça de mon vidéo. Côté pneus, c'est du 235-45 R18. C'est assez dispendieux à remplacer. On parle d'environ 300 $ du pneu. Et la propriétaire m'explique que les pneus d'origine ne durent pas très longtemps, environ un été. Donc, il faut faire attention au choix de pneus qu'on met sur notre Tesla. Il faut aller avec un pneu avec une cage plus solide pour éviter qu'il s'use rapidement. À l'arrière, c'est encore une fois très épuré, très simple, pas grand-chose. Les phares arrière viennent dynamiser la ligne, ils ont un look quand même assez sportif et on n'a presque pas de bosse pour le pare-choc arrière. Il dépasse un tout petit peu, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Parlons espace cargo. La Tesla Model 3 a un généreux espace cargo. On a 340 litres d'espace cargo à l'arrière. C'est excellent. C'est comparable à une voiture compacte. On a aussi un espace de rangement sous le plancher qui est gigantesque. C'est vraiment pratique là-dessus. C'est très intéressant. En plus de l'espace cargo généreux, on peut baisser les bancs pour obtenir encore plus d'espace. Et la raison pourquoi j'ai pris cette prise de vue-là, c'est vous parler de ceci. L'espace cargo en haut n'est pas fini. C'est sûr, le primer, c'est même pas peinturé. Et j'ai peur qu'avec le temps, si on met des gros objets, on endommage le primer et on se retrouve avec de la corrosion dans l'espace cargo. Sinon, l'autre Tesla que j'avais, tout le tapis ici pendouillait et c'était facile de littéralement l'enlever.
Et vraiment, cette Tesla-ci est mieux finie que celle que j'avais. À l'arrière de la Tesla Model 3, on a 2 bouches d'aération et on a 2 prises USB-C, parfait pour recharger les batteries d'une caméra. On a aussi de l'espace de rangement par terre, mais les objets vont se promener. Niveau dégagement pour les jambes, c'est excellent et pour la tête aussi, rien à dire là-dessus. Et on a le toit panoramique qui est vraiment magnifique, qui vient vraiment donner un effet aéré à l'habitacle. C'est vraiment agréable et ça ramène beaucoup de luminosité. La présentation intérieure est minimaliste. La qualité des matériaux n'est pas au niveau du prix demandé et la qualité d'assemblage laisse à désirer. Pour ouvrir la porte, on a un bouton ici, on appuie dessus et la porte ouvre. Et en cas d'urgence, on a un loquet ici. Ce loquet-là n'est pas disponible à l'arrière, c'est seulement à l'avant. Dans l'habitacle, comme je vous ai dit, c'est très minimaliste. On n'a pas grand-chose. J'ai même pas de tableau de bord devant moi. J'ai juste un écran central. On a aussi une belle petite moulure de bois qui vient nous donner un look haut de gamme à l'intérieur. Mais la qualité de fabrication n'est vraiment pas réussie. Comme vous pouvez voir, j'ai une moulure ici. Elle est plus haute que l'autre et ça arrive vraiment pas égal. Même chose pour le petit espace ici noir. Et c'est dur à comprendre qu'à ce prix-là, on soit pas capable d'aligner les affaires. Voyons donc, toutes les autres marques réussissent, mais pas Tesla. Et on a aussi une énorme craque entre les deux. Beaucoup de marques réussissent à faire en sorte que ça fusionne très bien, mais Tesla, on a une très grosse craque. Parlant de grosse craque, voici la seule bouche d'aération de toute l'habitacle. Elle va d'un bout à l'autre. Et de la manière qu'elle fonctionne, c'est qu'elle souffle de l'air. Et pour diriger l'air où vous voulez, on a un autre ventilateur ici. C'est assez innovateur, c'est assez cool. Et d'ailleurs, la climatisation dans ce véhicule-là est extrêmement puissante. C'est impressionnant. Pour changer la direction de l'air, tout ce qu'on a à faire, c'est jouer avec notre doigt ici, ou sinon on peut appuyer sur les flèches ici tout le tour. On a aussi des sièges chauffants et on a aussi le volant chauffant, etc., etc. Mais il faut aller dans un sous-menu de l'écran pour pouvoir activer tout ça. Donc, vous êtes mieux d'être vite en Simonac pour trouver votre défrost si vos vitres gèlent rapidement en hiver. Le volant est recouvert d'un faux cuir et il n'y a aucun coussinet dans le volant. Donc, résultat, on sent le plastique dessous. Beaucoup de volants recouverts de cuir sont coussinés, mais pas chez Tesla, malheureusement. Et on a 2 roulettes. Ces roulettes-là ont plusieurs fonctionnalités. On peut monter le son, changer de poste de radio, etc., etc. Mais on peut aussi s'en servir pour ajuster les miroirs. On va y revenir tantôt. On a un levier pour les clignotants avec un bouton au bout pour les essuie-glaces. Et de l'autre côté, on a le fameux prendule. Mais ce prendule-là, étant donné qu'on essaie d'épurer l'intérieur, sert aussi à activer le cruise control. Et il faut faire attention, je me suis fait prendre plus tôt. J'ai voulu augmenter la vitesse de mon cruise control, donc j'ai levé le prendule et j'ai mis le véhicule au neutre. Parlons de cet écran, c'est le nerf de la guerre. Beaucoup de réponses de cet écran, beaucoup de fonctionnalités. En fait, tout est là. C'est génial. Et en fait, ce qui est pas cool, c'est que tout est là en même temps. Donc, c'est pas évident. On a au bas de l'écran plusieurs fonctionnalités. Le téléphone, des chansons de radio satellite, les caméras. Donc, on peut voir ici mon partenaire de road trip. On a d'autres applications ici, énergie, dashcam, calendrier, etc., etc. Bref, beaucoup de fonctionnalités Google. On a des jeux, plutôt on a joué aux échecs, on a un jeu de course d'auto où on utilise le volant de l'auto pour conduire, c'est assez particulier. On a Spotify aussi, ça va très bien. Et on a même un mode karaoké, c'est vraiment génial. Tant qu'à être sur Spotify, on va parler du système de son. Le système de son est correct sans plus. Et dans le coin ici, on a une petite auto avec tout. Mais toutes les maudites fonctions. Alors, c'est cool d'un côté, on a tout dans un écran, mais de l'autre, c'est très lourd. On est tout le temps en train de chercher quelque chose. Heureusement, on peut faire search. En ce moment, l'auto est en anglais, donc on peut vraiment jouer avec ça. Donc, c'est ça, on a beaucoup de fonctions sur ce véhicule-là. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça prend un certain temps d'adaptation là-dessus. Sous l'écran, on a un espace pour mettre notre cellulaire sur la charge sans fil. C'est vraiment fantastique. C'est bien placé et le cellulaire reste en place. D'ailleurs, le chargeur fonctionne excessivement bien. C'est celui qui fonctionne le mieux avec mon cellulaire à date. J'ai eu beaucoup de difficultés avec cette technologie-là. Et on a un énorme espace de rangement juste à côté. On peut mettre vraiment beaucoup de choses. C'est très pratique. Et on a les fameux porte-gobelets ici. Les bancs sont confortables et sont très jolis. Ils sont recouverts de simili-cuir. C'est pas du vrai cuir. Je dirais que le seul défaut, c'est que la longueur de l'assise pour les jambes est un petit peu courte. Mais sinon, tout est beau, c'est un excellent siège. Sous le capot de la Tesla Model 3, on trouve un autre espace cargo avec une couverte. On a
85 litres d'espace cargo à l'avant, ce qui fait qu'on a un total de 425 litres d'espace cargo dans le véhicule. C'est assez intéressant. Côté motorisation, ici, on a la version propulsion. Donc, on a un moteur électrique situé à l'arrière qui produit 256 chevaux, 307 livres-pieds de couple. Ensuite, on a la version Long Range All-Wheel Drive qui, elle, est 4 roues motrices, donc un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. On a un total de 390 chevaux, 376 livres-pieds de couple. Finalement, au sommet de la gamme, on a la version Performance. On a 2 moteurs électriques, encore une fois, mais plus puissants, pour un total de 430 chevaux et 476 livres-pieds de couple. Ça commence à se déplacer pas mal. On a une suspension indépendante aux 4 roues avec des freins à disque aux 4 roues. Et dans le cas ici, on a une batterie 56 kWh, dont 50 sont utilisables. Pour la version Long Range, on a une batterie 80,5 kW, dont 75 sont utilisables. Les temps de recharge pour la version 50 kW sur du 240, on parle de 8h30 et pour la version Long Range, on parle de 11 heures. On peut recharger jusqu'à 250 kWh, évidemment grâce au superchargeur Tesla. Et Tesla nous annonce qu'on peut aller chercher jusqu'à 282 km d'autonomie en 15 minutes, ce qui est vraiment bon. Conduire la Tesla Model 3. Donc tout d'abord, on va parler insonorisation. L'insonorisation, c'est pas le fort du véhicule. Pour une marque qui est considérée haut de gamme, l'insonorisation est vraiment pas à ce niveau-là. Il y a des véhicules entrée de gamme qui sont mieux insonorisés que ça. Donc là-dessus, c'est raté. Côté visibilité à date, c'est vraiment la meilleure voiture que j'ai essayée pour la visibilité avant. On voit vraiment tout, c'est vraiment réussi. À l'arrière, les angles morts sont un peu durs à voir parce qu'on a vraiment une corvette à côté de nous. Et ça cause un problème parce que le véhicule n'est pas équipé d'un détecteur d'angle mort. On a une caméra d'angle mort, donc quand on met le clignotant, on voit l'angle mort, mais on n'a pas de détecteur d'angle mort. Et ça, à mon avis, ça serait intéressant d'avoir un détecteur d'angle mort parce que ça nous permettrait justement de savoir ce qu'il y a dans notre angle mort sans nous tourner la tête. Donc, quand on veut mettre notre clignotant, il faut se tourner la tête, puis après ça, on a la caméra. Fait que la solution logique, ça serait de mettre notre clignotant et ensuite regarder, mais ça peut causer des situations un peu spéciales. Donc, ça serait intéressant d'avoir un détecteur d'angle mort parce qu'il faut faire notre angle mort avant de mettre notre clignotant, en théorie, pour changer de voie. Donc, ça serait intéressant de l'avoir. Maintenant, parlons confort. La voiture, niveau suspension, est très raide et comme vous pouvez voir, il y a des bosses, on les sent tout. On sent tous les bosses. Il y a des voitures qui sont plus raides que ça, je pense entre autres à la mienne, mais je veux dire, on s'attendrait à mieux de la part d'une voiture qui est considérée comme une voiture de luxe. Ça cogne, ça brasse, on sent tout. En plus, étant donné que la sonorisation n'est pas bonne, on entend les bosses et c'est vraiment désagréable. Une autre chose, comme vous entendez, on a des bruits d'habitacle, on a des ratoules. La voiture a 3000 km et on a des ratoules. Là-dessus, ça serait à retravailler. Tesla est reconnu pour ça, avoir des ratoules, avoir des voitures qui se démantibulent au fil des kilomètres. Et c'est encore le cas ici. L'habitacle est en train de se démantibuler. Je vais prendre ça. Tesla est réputé pour ça, avoir des habitacles qui se démantibulent au fil des kilomètres, malheureusement. Et c'est toujours pas corrigé. Ça fait 6 ans que la voiture est sur le marché. Je pense qu'il serait temps que Tesla y voit. Côté direction, on a une direction qui s'ajuste en fonction de la vitesse qu'on va, mais qui demeure lourde, ce qui est à mon avis très intéressant. J'aime ça avoir une direction lourde. Par contre, côté ressenti de la route, il n'y en a aucun. Côté précision, c'est correct. Il y a des directions qui sont plus précises que ça. Et je l'ai conduit le véhicule en mode normal, en mode sport, et la direction, il n'y a aucun changement. Ça change absolument rien d'avoir la direction en mode sport par rapport en mode normal. Quelque chose que j'adore de la Model 3, c'est la conduite à une pédale. Le freinage est très puissant lorsqu'on relâche l'accélérateur. La décélération est très forte. C'est très facile d'immobiliser le véhicule. Ça prend une certaine adaptation que je n'ai pas encore parce que j'ai fait beaucoup d'autoroutes pour immobiliser le véhicule de façon douce, mais c'est très efficace et moi, j'adore ça. Et aussi l'efficacité du moteur électrique, évidemment, lorsqu'on veut faire une petite reprise, comme là, je fais une petite reprise à moitié de la pédale, on a de la puissance. Petit reproche, on est en mode chill, le mode relax. Et en mode relax, on a des bonnes accélérations comme là, mais
On n'a pas les accélérations du mode sport qui sont beaucoup plus performantes et qui, à mon avis, pourraient nous mettre dans une situation délicate. Admettons qu'on se dit on a le temps d'y aller, mais on n'est pas en mode sport. On pourrait se retrouver dans des situations qu'on n'avait pas le temps d'y aller finalement. Et ça serait intéressant qu'après un certain moment, peut-être 1 ou 2 secondes, le mode sport embarque par lui-même. Mais non, il faut absolument aller dans l'écran, activer le mode sport. En fait, c'est pas le mode sport, c'est le mode standard. Parce que le mode sport, ça serait pour le modèle performance. Maintenant, on va parler de tenue de route en conduite plus dynamique. Donc, on rentre dans un virage, on va attendre de voir l'autre bord parce qu'on ne le connaît pas. Donc, comme vous avez vu en mode sport, les accélérations sont fulgurantes, c'est extrêmement rapide. La direction, comme j'ai dit, elle a une précision qui est correcte, sans plus. C'est pas sportif côté précision. Et en virage, on sent vraiment le transfert de poids. C'est un véhicule qui est lourd, même si le centre de gravité est bas, on sent le poids qui vient pousser sur les roues extérieures. Donc, en gros, c'est un véhicule qui est quand même dynamique en termes de performance, mais en termes de ressenti, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Et c'est pas un véhicule qui est sportif à conduire. Les performances sont là, mais pas le feeling. En conclusion, la Model 3, c'est pas la voiture la plus confortable ni la plus enivrante à conduire, mais ça fait le boulot. À mon avis, en ce moment, au chapitre de la conduite, la Model 3 n'est plus au top de la catégorie. J'ai conduit la Ioniq 6, j'ai conduit la Polestar 2, j'ai conduit la i4, tous hors caméra. Et je peux vous dire que la Model 3 est rendue bonne dernière au chapitre de la conduite. Donc, la conclusion de la Tesla Model 3, et j'en profite pour vous présenter le nouveau tableau CarPop. Et oui, on a investi un peu dans la chaîne. Bon, on a investi beaucoup trop d'argent dans la chaîne. Mais bon, on est rendu avec un tableau. J'étais écœuré d'être assis sur le maudit sofa à essayer de vous rendre ça intéressant en étant assis. Donc, la Tesla Model 3, c'est un véhicule qui est assez important dans l'histoire, presque aussi important que la Ford Model T, puisqu'elle est venue démocratiser la voiture électrique. Et il ne faut jamais oublier ça. Sans la Tesla Model 3, on n'aurait pas autant de modèles que ça aujourd'hui. Vraiment, Tesla est venu changer le game. Tout d'abord avec la Model S en 2012, mais ensuite avec la Model 3 en 2017. Ceci étant dit, la Tesla Model 3 est arrivée en 2017, justement, et elle a mal vieilli, surtout lorsqu'on la compare avec la compétition. J'ai eu l'occasion de conduire hors caméra la Ioniq 6, la Polestar 2, la BMW i4 et la Tesla Model 3, une après l'autre, et je peux vous dire que la Tesla Model 3 n'est plus là du tout. Et la raison pour laquelle elle n'est plus là, c'est quand on regarde les prix. La Model 3, on est offert en 3 versions. La Short Range Rear-Wheel Drive, donc la modèle de base comme on avait à l'essai. La Long Range All-Wheel Drive, donc 4 roues motrices longue portée. Et la Performance, qui est la version la plus chère. Tous ces modèles-là ont quelques options. La première option, autopilote, 7 800 $ plus taxes, on tombe à 8 968 et 5 $. C'est assez dispendieux puisque dans la plupart des compétitrices de base, on a des technologies assez similaires. Autopilote reste à ce jour un des meilleurs systèmes de conduite semi-autonome, mais la Ioniq 6 offre la conduite semi-autonome de base, un peu moins avancée qu'autopilote, mais de base. Ensuite, l'autre option, c'est le FSD Beta. C'est une bêta, je le répète, c'est une bêta de Full Self-Driving en bon français, donc conduite autonome en bêta. Je l'ai-tu dit que c'était une bêta? Et ça coûte 16 000 $ plus taxes, donc 18 396 $, cette option-là. Et il ne faut pas oublier, encore une fois, que c'est une bêta. Et un ancien ingénieur de Tesla a fait des déclarations choc face à ce système-là. Il dit que le système ne pourra jamais devenir 100% autonome, qu'il va toujours rester au statut bêta, puisque la voiture n'a pas les équipements à bord pour pousser la technologie à son maximum. Et donc, pour cette raison-là, je ne vous recommande pas de payer le 16 000 $. On vous vend 16 000 en vous disant éventuellement, elle va se conduire tout seul. Ça n'arrivera pas. Et donc, pour ces raisons-là, je ne vous recommande pas cette option-là. Ensuite, les autres options, ben les couleurs. Là, de base, les charcoal, c'est ce qu'on avait comme couleur, mais si vous la voulez blanche, bleue, rouge, noire, ben c'est des options qui commencent à partir de 1 300 $. Et on a un rouge plus éclatant qui est 2 600 $.
Tesla est reconnu pour sa qualité de peinture qui est so-so. Et ce rouge-là, ben, on atteint une qualité de peinture qui est comparable à une Honda Civic rouge. Et on vous charge 2600 $. Il ne faut pas oublier les taxes. Donc, les options de couleur sont de 1494,67 à 2989,35. Si tu veux ta Civic rouge, c'est 295. Donc maintenant, continuons. La modèle de base Short Range, 438 km d'autonomie, 56 988. On vient rajouter 2849,40 de TPS, 5684,55 de TVQ et on a une subvention de 12 000 $. Donc, on retire 12 000 $. Merci notre gouvernement et on tombe à 53 521,95. Et si vous décidez d'aller FSD, la couleur rouge de Civic, vous tombez à 74 907,30 $. La Model 3 de base est malheureusement trop chère lorsqu'on la compare avec la compétition. La Ioniq 6 va être à peu près le même prix, va avoir plus d'autonomie, est considérée comme une berline intermédiaire, donc va être plus grande. Et les couleurs vont être beaucoup moins chères, vont être environ 300 $. Et de plus, vous allez avoir quelque chose de comparable à Autopilote pour ce prix-là. Donc, Ioniq 6, allons-y. Polestar 2 aussi, un petit peu plus cher, quelques options. Vous allez tourner autour des 58 000 $ pour avoir un niveau d'équipement comparable à la Ioniq 6, mais vous allez avoir une autonomie encore une fois similaire. BMW i4 n'est pas là. La i4 devient plus intéressante lorsqu'on paye plus. Ensuite, on a la Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive, 534 km. On a une plus grosse batterie et on est 4 roues motrices. C'est le modèle le plus vendu de la Model 3 au Canada. Et on commence à 66 988 $, 3 349,40 de TPS, 6 682,5 de TVQ, une subvention de 12 000 $ et on finit, taxes comprises, à 65 019,45. Et si vous cochez l'option Beta et la couleur la plus dispendieuse, vous tombez à 86 404,80 $. Donc, à 65 000, encore une fois, on peut aller chercher une Ioniq Dual Motor Ultimate, donc intérieur en cuir, tout équipé, un paquet de technologies, et c'est elle que j'ai conduit. Et s'ils font une version Genesis de la Ioniq 6, je ne sais pas où ils vont aller chercher le côté plus prestigieux, parce que sincèrement, la finition est spectaculaire, du cuir partout, sur le tableau de bord, etc., etc. On est loin de notre tableau de bord en plastique avec une moulure décalée et vraiment produit nettement plus intéressant que la Model 3 Long Range. Donc, je vous conseille fortement plus d'aller pour la Ioniq 6. Polestar 2, vous allez tomber dans la Polestar 2 excessivement bien équipée aussi, avec encore une fois du cuir, une finition incroyable et vous allez être dans les mêmes eaux. Donc, encore une fois, je vous conseille plus la Polestar 2. BMW i4, on commence à en avoir, on est dans le propulsion malheureusement. Au sommet de la gamme de la Model 3, on a la Model 3 Performance. Ça, c'est la version la plus performante, 0 à 3,5 secondes, des meilleurs freins, une suspension recalibrée, bref, une version plus performante. Prix de base, 75 288. TPS, 3 764,40. TVQ, 7 509,98. Subvention, aucune. On n'a aucune subvention dans ce modèle-là. Donc, prix pour la de base performance, 86 562,38. Vous voulez le FSD Beta et la plus belle couleur, 107 947,73. Donc, c'est très dispendieux. Et rendu à ce niveau-là, la i4 M60, elle est vraiment de beaucoup supérieure à la Model 3 Performance. Posez-vous même pas la question. Allez-y, i4. Donc, c'est quoi mon verdict final sur la Tesla Model 3? Ben, je peux pas vous la recommander. La compétition arrive, frappe fort. Les deux gros avantages de la Model 3, c'est son efficacité et le réseau de Supercharger. Mais le réseau de Supercharger s'ouvre à la compétition en ce moment même. Donc, on va devoir oublier ça. Et son autonomie, oui, est plus élevée, mais soyons francs, si on regarde la qualité du produit, on réalise que toutes ces choses bon marché permettent à Tesla de réduire le poids énormément et donc elle est plus légère que la compétition et c'est probablement pour ça qu'elle a une meilleure autonomie, un meilleur rendement. Ceci étant dit, Tesla a à mon avis une bonne base entre les mains et ils peuvent travailler le produit pour aller
égaliser ou surpasser la compétition. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ils ont annoncé la Tesla Model 3 Highland en Europe et en Asie, qui est une version retravaillée de la Model 3. Et j'espère qu'ils vont l'annoncer ici, c'est pour ça que je me dépêche à sortir la vidéo. L'intérieur semble de meilleure qualité. On a fait une mise à jour de l'extérieur aussi. La suspension est apparemment recalibrée pour être plus confortable, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Mais pour l'instant, la Model 3, on est vraiment plus près d'une voiture entrée de gamme conçue pour être fabriquée en volume. Tout a été conçu pour être fabriqué pour le moins cher possible et en volume. Et vraiment, la qualité du produit n'est pas là. On est vraiment plus proche d'une Corolla tout équipée ou d'une Civic tout équipée que d'une voiture haut de gamme. Et on a des prix de véhicules haut de gamme électriques. Et pour cette raison-là, je ne peux pas vous recommander la Tesla Model 3. Donc, en attendant la nouvelle version, la Tesla Model 3 n'est pas recommandée par CarPop.